Et effectivement, lorsqu'il y a un peu plus de 4 ans maintenant, lorsque Frédéric a commencé à me parler de ce projet de jumelage entre la maison de Colette ici et celle de Gabriel Roy au Manitoba, je dois bien vous avouer que j'étais, alors pas affolée tout de suite, c'est venu après, mais dans un premier temps, j'étais dubitative. Parce qu'effectivement, Gabriel Roy, il faut bien le dire, elle est très peu connue en France, en tout cas, son nom reste une référence très confidentielle. Alors je me demandais bien qui était Gabriel Roy et pourquoi elle suscitait autant d'enthousiasme chez Frédéric, au point de vouloir sceller le rapprochement des deux maisons à travers un jumelage. Il faut bien dire que, vu de loin, tant qu'on n'entre pas dans le cœur du sujet, tout semble séparer ces deux femmes. D'abord, les générations, il y a presque 40 ans d'écart entre Colette et Gabriel Roy. Les cultures, les continents, les kilomètres, les milliers de kilomètres aussi les séparent. Et pourtant, dès qu'on commence à entrer un peu plus avant dans la vie et dans l'œuvre des deux auteurs, eh bien, Frédéric le disait, on est véritablement saisi par le nombre de rapprochements, de points communs qui les réunit toutes les deux. Il y a même, je dirais, une parenté telle qu'on pourrait les considérer comme deux sœurs. Si on veut bien, Colette serait l'aînée. Elle est née ici, elle à Saint-Sauveur, le 28 janvier 1873. Et Gabrielle Roy, sa petite sœur, elle a vu le jour le 22 mars 1909 à Saint-Boniface, au Manitoba, cette province du centre du Canada que nous connaissons aussi très peu et mal. Le premier aspect qui les rapproche, eh bien, c'est le fait d'avoir connu, au moins dans les toutes premières années de leur vie, une enfance privilégiée. Elles sont toutes les deux les dernières nées de leur fratrie, les petites dernières, elles sont le centre de l'univers familial, et Gabriel Roy le dit très bien, le dernier enfant d'une famille est seul, et en un sens, c'est un enfant unique. Elles vont connaître une enfance heureuse, donc, qui va s'écouler dans un climat de tendresse incomparable, que la vie semble belle dans la maison de la rue de l'Hospice, ici, devenue depuis rue Colette, et dans celle de la rue des Chambeaux à Saint-Boniface. Ce côté merveilleux de leur enfance est en grande partie déterminé par la présence de leur mère, Sido et Mélina. Des mères aimantes, un peu couveuses, avec lesquelles elles vont tisser une profonde complicité, mais des mères qui savent aussi leur accorder une grande liberté, le droit de leur échapper, de se développer par elles-mêmes et de cultiver leur propre monde à l'écart. Sous le ciel de la Puisée, vous savez, on dit toujours que le ciel de Puisée, il est toujours très nuancé. Sous celui infini du Manitoba, les deux petites filles vont connaître des heures de vagabondage éperdu dans la nature environnante. Ce seront des heures fécondes où elles vont s'imprégner de la beauté des choses. Ce sont des parfums, des sons, des couleurs, des saveurs, mille et une sensations qui vont se fixer dans leur mémoire et qui vont former plus tard un paysage intérieur qui va prendre une valeur mythique. Mais ces maisons, ces provinces, françaises ou canadiennes, vont prendre figure de véritables paradis. Vous savez, c'est Proust qui le disait très justement, les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus. Eh bien, toutes les deux, elles vont le perdre brutalement, tragiquement, parce que leurs familles sont complètement ruinées et c'est tout l'édifice qui va s'effondrer. Tout est perdu, la maison, les jardins, et ce départ-là signifie, aussi bien pour Colette que pour Gabriel Roy, le début d'un autre vagabondage bien différent du premier. Que peuvent-elles faire sans fortune, sans métier? Pour Colette, ce sont les circonstances qui vont la conduire à épouser Willy. Pour Gabriel Roy, c'est la carrière d'institutrice qui va s'imposer comme une situation quasi obligée, la meilleure à laquelle peut prétendre une jeune fille brillante,
mais désargentée. Pour l'une comme pour l'autre, c'est donc le poids du conformisme qui s'exerce et surtout l'accomplissement d'un souhait qui n'est pas le leur, mais celui de leur mère. On sait de quelle main de fer Sido a orchestré le mariage de sa fille avec Willy, et en ce qui concerne Gabrielle Roy, devenir institutrice, c'était se conformer aux vœux de sa mère, Mélina. Mais ces expériences, le mariage, l'enseignement, seront malgré tout riches de découvertes et d'apprentissage. Et au bout de quelques années, toutes les deux, différemment, mais enfin, elles se sentent prises dans une impasse. Impossible de rester sur place. Le couple Colette-Willy s'est défait. Gabrielle Roy, elle, n'est plus comblée par son métier d'enseignante. Après bien des années de doutes, d'attentes, de questionnements, il est temps de se prendre en main. Il faut agir, traduire en décision, en acte, ce rêve d'évasion qui les tenaille depuis si longtemps. Et pour cela, elles vont se tourner toutes les deux vers une des grandes passions de leur adolescence, le théâtre. C'est la scène qui va devenir le tremplin d'où elles vont s'élancer à la conquête de l'indépendance véritable. C'est alors qu'elles vont devenir, terme hautement symbolique, des vagabondes, des femmes sans attache. Colette quitte le domicile conjugal, elle s'échappe, comme elle le dit, tendue vers son sort nouveau, avec l'élan brillant du serpent qui se délivre de sa peau morte. De ville en ville, de tournée en étapes, elle s'affranchit de tout ce qui l'oppressait. Pour Gabrielle Roy, le besoin de partir se précise, devient projet, résolution, véritable obsession. J'étais comme possédée, dira-t-elle, possédée par la folie de m'arracher du sol. Avec ses économies de 8 ans de travail en poche, elle s'embarque pour l'Europe en 1937 pour perfectionner son art de la comédie. À ce moment-là, elle est convaincue qu'elle va devenir une comédienne professionnelle. Elle laisse derrière elle sa mère vieillissante, ruinée, totalement ruinée depuis la mort de son mari. Et c'est là un abandon que sa famille ne lui pardonnera jamais. Partir, se délivrer, ce départ, c'est leur espoir à toutes les deux. C'est l'échapper vers ce que Gabrielle Roy nomme les 1000 possibilités du destin qui leur adresse, un appel auquel elles doivent répondre sous peine de rater leur vie. Le désir d'évasion est plus irrésistible, plus fort que jamais, plus fort que celui de rester ou de revenir auprès de leur mère qui voudrait tellement les garder près d'elle. Pour se réaliser et s'accomplir pleinement, elles doivent rompre, partir, délaisser leur mère, pourtant follement aimée. La liberté, elles le savent, ne peut se gagner qu'au prix de cet arrachement, fuir Sido, fuir Mélina. Pour l'une comme pour l'autre, l'expérience théâtrale sera une voie de salut et à bien des égards, car c'est sur cette route qu'elles vont aborder un tournant qui va décider de toute leur vie, leur conversion définitive à l'écriture. Elles écrivent déjà, mais la littérature n'est encore pour elles qu'un chemin parmi d'autres, et il n'est certainement pas le plus sûr ni le plus commode pour une femme. C'est d'abord dans le journalisme qu'elles vont s'illustrer avec force, car dans ce domaine comme ailleurs, elles refusent de rester cantonnées au sujet et au domaine traditionnellement assignés aux femmes, la cuisine, la mode, l'éducation. Elles vont devenir reporters. Et être reporter, pour Colette et Gabrielle Roy, c'est avant tout profiter de chaque expérience pour approcher la vie au plus près. Regarder, écouter, aller au-delà des apparences, des idées, des jugements préconçus, c'est s'intéresser aux faits, aux êtres, à l'existence plutôt qu'aux théories ou aux idées générales. C'est une aventure
humaine dans laquelle elles s'engagent avec toute leur énergie et on peut dire qu'elles sont sur tous les fronts. Colette suit l'actualité politique à la Chambre des députés, l'élection du président de la République, elle couvre des étapes du Tour de France, des matchs de boxe, elle part à la conquête de l'air en ballon, en dirigeable, à bord d'un aérobus, on se demande vraiment jusqu'où elle montera. En tout cas, elle n'a pas peur, jamais, d'aller au contact direct de l'événement, comme en témoigne son article sur l'exécution de Jules Bonneau, le chef de la célèbre bande. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'elle prendra sa plus grande leçon de journalisme, qu'elle résumera en quelques mots. Il faut voir et non inventer. Eh bien, c'est exactement la règle que Gabrielle Roy va mettre en application. À son retour au Canada en 1939, elle s'installe à Montréal, où elle va s'investir avec passion dans le reportage et signer des articles saisissants sur la grande métropole dont elle donne une vision nouvelle, large, qui embrasse la ville dans toute sa diversité topographique, socio-économique et surtout humaine. Elle va pousser toujours plus loin ses investigations, parcourir le Québec en tous sens pour décrire la condition dramatique des pauvres, le déracinement des immigrants de diverses nationalités, leur marginalisation, voire leur exclusion, les minorités culturelles, la colonisation. Pour Colette, comme pour Gabrielle Roy, on voit très bien que le journalisme répond à une nécessité financière, gagner sa vie, ça c'est certain, mais qu'il nourrit aussi un désir profond d'entrer au cœur du monde, de le voir, de le sentir au plus près pour le connaître et le comprendre. Elles pratiquent toutes les deux un style de journalisme très personnel, un journalisme à la première personne, en prise directe avec les faits qu'elles rapportent et dans lequel elles se mettent en scène et s'investissent personnellement, intimement. Et c'est précisément ce qui confère à leur reportage cette saveur si particulière, immersion journalistique, comme on le dirait aujourd'hui, témoignage personnel, précision et modernité du regard. Elles inventent une nouvelle forme de reportage, le reportage personnel et intime. À cette grande école du journalisme, eh bien, c'est tout leur style qui va s'en trouver transformé. Ils gagnent en précision, en efficacité, en sobriété. En même temps, elles aiguisent leur sens de l'observation, élargissent leur palette, leur connaissance. C'est une expérience, un jalon essentiel qui va les porter à la pleine maîtrise de leur art. Elles s'en trouvent considérablement enrichies au moment où elles abordent un nouveau tournant, un nouveau départ qui va les pousser à redoubler d'efforts et à centrer désormais leur vie sur des projets d'ordre littéraire. Pendant toute la Première Guerre mondiale, Colette s'est exclusivement consacrée au journalisme. Et avec le retour de la paix, eh bien, une grande période de production littéraire s'ouvre pour elle. Et le roman qui va assurer sa gloire, c'est Chéri, qui paraît en 1920. Une reconnaissance renforcée par la publication en 1923 du Blé en herbe, qui est le livre qu'elle signe pour la première fois de son seul nom, Colette. Elle signait jusque-là Colette Willy. Une autre étape est parcourue. Aux abords de la cinquantaine, la saltimbanque, la ratée du music-hall, comme elle se qualifie elle-même, est devenue une femme de lettres de premier plan. D'autres ouvrages vont paraître et faire d'elle, comme on la désigne unanimement, le plus grand écrivain français vivant. La situation est différente en ce qui concerne Gabrielle Roy. Elle est convaincue que la meilleure manière de découvrir une ville, c'est de la parcourir en tous sens, elle a bien raison. Et c'est au cours d'une de ses promenades à Montréal qu'elle découvre presque par hasard le quartier ouvrier de Saint-Henri,
rongée par le chômage et la misère, elle découvre là toute une communauté de Canadiens français confinés dans une sorte de ghetto, une communauté ignorée par les élites, devenue presque étrangère dans son propre pays, une communauté à la parole martyrisée. Personne n'a jamais décrit cette réalité, cette noirceur, mais aussi, vous savez, cette poésie, j'ose dire, cette beauté un peu spéciale, cette dignité en tout cas que conservent ceux qui n'ont plus rien. Et c'est tout ce qui lui crève les yeux à elle. Elle est profondément indignée et sa conscience de journaliste va l'inciter à témoigner. Elle va se lancer dans une vaste enquête de terrain, elle va explorer les moindres recoins, se documenter, se mêler aux gens, entrer dans les usines. C'est ainsi que va naître Bonheur d'occasion, en 1945, son premier roman, Équelle. Un roman coup de poing, qui secoue la littérature canadienne endormie depuis un siècle dans le roman du terroir. C'est une véritable onde de choc qui réveille brusquement les consciences. Le succès sera colossal, au Canada, puis aux États-Unis, et jusqu'à nous, en France, où Bonheur d'occasion reçoit le prix Femina en 1947. Il sera ensuite traduit dans une quinzaine de langues. C'est un succès phénoménal, inédit, et il n'est pas certain, François Ricard le rappelle bien, il n'est pas certain qu'il ait été dépassé depuis. Du jour au lendemain, il faut imaginer, Gabriel Roy se retrouve propulsé dans la lumière, célèbre, admiré par des milliers de lecteurs et tenu par les critiques pour une romancière de tout premier plan. Elle qui avait rêvé la fortune et la célébrité, elle obtient tout cela, bien plus. Trop, peut-être. Elle est littéralement pourchassée, traquée par des meutes de reporters, d'intervieweurs, d'agents. C'est la rançon de la gloire. Mais il n'en demeure pas moins que toute cette agitation, toute cette publicité finissent par lui être très vite insupportable. Elle va tout faire pour échapper à son statut de phénomène médiatique et aussi au poids redoutable d'avoir connu dès son premier livre un succès fracassant. Il lui faudra toujours faire plus, mieux, de mieux en mieux, être à la hauteur de ce premier succès, le dépasser, et c'est le but qu'elle va poursuivre toute sa vie avec une tendance grandissante vers la retraite et le repli sur soi. Peu à peu, elle s'isole du monde et sacrifie toute sa vie à l'écriture, en écartant tout ce qui pourrait l'en détourner. Quand on écrit, dit-elle, on se coupe du monde, on est comme un forçat dans un cachot. Comme un forçat dans un cachot. Bien là, comment ne pas songer aux mots de Colette lorsqu'elle évoque les travaux forcés de l'écriture. Le dur labeur dans l'espace cloisonné d'une chambre ou d'un bureau, c'est le prix à payer pour atteindre au style. Se soumettre à une discipline quotidienne, patiente, sévère. Colette et Gabriel Roy ne se définissent pas d'abord comme des femmes et des épouses, mais comme écrivains, avec tout ce que cela signifie, non seulement d'exigence, de sévérité avec elles-mêmes et au besoin d'égoïsme avec les autres. En même temps, elles offrent des modèles de courage et de persévérance, tout ce qu'elles ont obtenu, consécration, gloire, honneur, elles ne l'ont eu qu'au prix d'un travail acharné, d'une détermination à toute épreuve qui les a constamment tenues sur la brèche. Agir, travailler, se dépenser sans compter pour augmenter ses chances de succès, pour prouver sa valeur et pour se tailler une place, la première, si possible, dans le milieu où elles ont décidé d'évoluer. Voilà ce qui pourrait très bien résumer leur trajectoire. Depuis la Puisaye, depuis le Manitoba,
leur vie a pris l'allure d'une lutte de conquête, pleine de mouvements, de péripéties qui les a obligés constamment à des dépassements, des ruptures, des stratégies et une activité incessante. Arrivées quasiment au même âge, vers 50 ans, elles opèrent dans leur vie comme dans leur œuvre un mouvement de retour sur elles-mêmes, sur leur passé pour en refaire le chemin en sens inverse, remonter ses propres empreintes. C'est le moment où s'exprime le drame intime qui les a hantés toute leur vie, l'abandon de leur mère. Ces mères qu'elles avaient délaissées vieillissantes aux portes de la mort. C'est un acte terrible, oui, mais aussi, il faut bien le dire, tellement courageux. Car sans cela, sans cette infidélité filiale, que serait-il advenu d'elles? Aurait-elle pu être la femme et l'écrivain qu'elles sont devenues? Sur le moment, elles ne pensaient qu'à se délivrer, à se réaliser. Elles se sont choisies. Mais à mesure que le temps passe, le souvenir de ces mères devient obsédant. Que de regrets, que de remords qui envahissent leurs pensées, leur conscience et jusqu'à leur écriture. Le travail d'écriture devient travail de deuil. L'auteur de La Maison de Claudine et l'auteur de Rue des Chambeaux vont renouer avec leur mère défunte par l'écriture, à travers un étrange dialogue, un magnifique dialogue, un témoignage d'amour que la vie ne leur avait pas permis d'exprimer avec une telle sincérité, une telle intensité. Et avec leur mère, eh bien, c'est tout l'édifice de leur enfance qu'elles recréent, cette enfance dont elles ont toujours gardé une nostalgie incurable. Comment auraient-elles pu se remettre de ce royaume qui abrita tant de trésors, tant de bonheur, de liberté, de tendresse? Aussi loin qu'elles se sont aventurées au cours de leur vie, elles ont gardé dans leurs mains ce fil précieux, invisible, qui les attachait au paradis de leur enfance. Elles lui ont donné corps à travers des centaines de pages, des textes maintes fois repris, retouchés de manière quasi obsessionnelle. Mais l'écriture permet bien plus que la recréation et l'idéalisation du passé. Elle représente pour ces deux femmes la dernière chance qui s'offre à elles de s'acquitter de l'abandon de leur mère, de s'en libérer, réparer la faute à la force de la plume, trouver le salut par l'écriture, se racheter, s'innocenter enfin. Je crois qu'il y a quand même peu d'auteurs qui ont travaillé à la construction de leur propre histoire, de leur légende même, avec autant de persévérance que Colette et Gabrielle Roy. Elles se sont construites au fil de leurs œuvres et il est peut-être là, finalement, leur plus beau livre, dans cette vie dont elles ont fait une matière inépuisable, une matière qu'elles n'ont cessé de corriger, de réécrire, d'agrandir à force de travail acharné. Toute leur œuvre est ainsi le fruit d'une conquête, d'un combat intérieur qu'elles se sont livrées à elles-mêmes. Écrire, continuer à écrire, fiévreusement, passionnément, malgré toutes les adversités. Et pour finir, eh bien, vous ne m'en voudrez pas de laisser à Colette le mot de la fin, parce que je pense qu'elle a écrit un texte magnifique, tellement symbolique, qui résume merveilleusement ce mouvement, cette route commune à travers l'écriture et la construction de leurs livres et la construction d'elles-mêmes à travers leurs livres. Écrire ne conduit qu'à écrire. Avec humilité, je vais écrire encore « Il n'y a pas d'autre sort pour moi ». Mais quand s'arrête-t-on d'écrire? Quel est le signe, l'avertissement? Un trébuchement de la main? J'ai cru autrefois qu'il en était de la tâche écrite
comme des autres besognes. Déposer l'outil, on s'écrie avec joie « fini ». Et l'on tape dans ses mains d'où pleuvent les grains d'un sable qu'on a cru précieux. C'est alors que dans les figures qu'écrivent les grains de sable, on lit les mots « à suivre ».